Comment allez-vous? Nous commençons les infos. Ah, c'est fou, quelle nuit, quelle semaine, quelle nuit. C'est incroyable ce qui se passe. C'est émouvant, évidemment, de voir les jeunes femmes, surtout les plus jeunes, manifester. Mais la vérité, c'est qu'il y en avait beaucoup qui prenaient un dans leur voile et le jetaient au feu. Franchement, c'est surprenant, il se passe, écoutez bien, rien qu'en imaginant ce qu'elles ont vécu, en imaginant qu'elles ont vraiment l'espoir de se débarrasser du régime des ayatollahs. Franchement, c'est impressionnant ce qui se passe. Et bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a, évidemment, quand il y a un chaos de ce niveau, il y a aussi beaucoup de rumeurs. Et évidemment, dans le titre, nous avons été très clairs, supposément. Et il commence à sortir des rapports de toutes sortes, certains provenant, disons, de sources plus sérieuses que d'autres. Mais pour l'instant, il est évidemment impossible de connaître grand-chose sur ce qui se passe à l'intérieur du régime. Et il faut rappeler qu'ils sont toujours sans Internet ? Ils sont toujours sans Internet, mais il y a quand même des détails qui commencent à être révélés, et beaucoup d'entre eux dont nous avons parlé ici ont été confirmés. C'est précisément grâce à ces mêmes sources qui viennent d'Iran et qui nous ont vus, que nous avons vus et qui ont pu être publiés un peu en avance. Par exemple, le fait qu'il y ait eu beaucoup plus de morts, on parle déjà de plus de 200, mais le chiffre n'est pas... enfin, on le sait. C'est-à-dire, comme le disait une journaliste aujourd'hui, il y en a probablement plus que lors de la guerre de juin, où il y en avait 1060. Eh bien, selon les informations dont dispose cette journaliste qui partageait ces données, elle dit « Il y en a plus, selon les médecins, plus que cette fois-là, c'est-à-dire beaucoup de gens. Certaines images de personnes, mais sans sniper tirant, ne peuvent pas être montrées ici. C'est hallucinant, les gens ne réagissent que pas, ils restent et continuent à aller d'un côté à l'autre. Voilà comment ils sont. » Non seulement cela, mais il y a maintenant le rapport, évidemment aussi non confirmé, parce qu'il faut attendre plus de détails. Il y a certaines choses broken qui commencent à se confirmer, d'autres pas encore. Par exemple, la question des personnes décédées commence déjà à être confirmée. Plus de données indiquent déjà qu'il y en a plus de 200 voire 217. Massoud Bezirgan aurait aussi remis sa démission au guide suprême. Cela non plus ne signifie pas qu'il va accepter la démission, mais qu'il l'aurait présentée. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, Massoud Bezirgan a donné un message dans lequel il s'adressait à la police. Qu'ils n'attaquent pas ceux qui sont pacifiques, qu'ils ne fassent rien au peuple, car ils ont tiré sur la foule en général. Mais il demandait au président iranien de ne pas tirer, de ne rien faire aux gens qui protestent de manière pacifique. Maintenant, tu laisses à la cette imagination, non du policier qui est pacifique. Voyons, écoute, il a crié, il a griffonné un mur, et pour ça tu vas lui tirer dessus. Elle a brûlé le voile ? Ou elle a jeté le voile au feu, et pour ça ? Enfin, à quel niveau de pacifisme on va parler ? Parce que peut-être que le voile, ce n'est déjà plus suffisant pour moi. Évidemment, ils vivent des choses terribles. Nous allons donc, au cours de cette émission, commenter ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé ces dernières heures. Ce à quoi on peut s'attendre dans les prochaines heures et les prochains jours. Parce que dans le cas où le président du Parlement sortirait, dans le cas où Aragashi sortirait, il a déclaré aujourd'hui qu'il ne sortirait pas avec sa famille à cause d'une réunion d'État, mais qu'il y assisterait. C'est-à-dire, et ces personnages commencent à réagir face à toute cette situation, alors qu'on vit aussi un chaos informatif. Un chaos aussi. Eh bien, tout à coup, il y a de la lumière, tout à coup, il y a des coupures de courant, tout à coup, il y a des coupures d'Internet et ce genre de choses en même temps. Eh bien, les hôpitaux sont pleins. Pourquoi ? Eh bien, parce que des personnes arrivent là avec des blessures, principalement des blessures par balles causées par des armes à feu, par de vraies armes. Une situation terrible. Surtout, mais il est frappant que l'on parle maintenant du fait que la deuxième ville la plus importante d'Iran serait tombée. Eh bien, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les forces de sécurité ont essentiellement perdu le contrôle de la capitale, Téhéran. De la deuxième plus grande ville, qui est Mashhad, d'où est originaire Ali Khamenei, le guide suprême, ainsi que de la cinquième plus grande ville, appelée Shiraz. C'est-à-dire la ville numéro 1, la capitale, ainsi que les villes numéro 2 et 5 en importance. Elles sont déjà sous contrôle des manifestants, prises par les protestations.
L'image où il brûlait les voiles se passe à Téhéran. C'est à Téhéran, c'est l'image précédente. Celle qui était juste là, ça se passe à Téhéran. Ça se passe à Téhéran, oui, en plein centre de Téhéran. Bien, passons à l'image suivante, pendant que nous examinons les détails de tout ce qui se passe dans cette affaire. Au fait, qu'est-ce que c'est exactement ? Aujourd'hui, est-ce que l'ancien drapeau de l'Iran, celui qui était utilisé avant l'actuel, c'est bien celui qui était en vigueur sous la monarchie ? En emoji. Dans l'emoji, c'est ceci qui apparaît désormais. Cela s'affiche aussi lors des manifestations. Certains portent ce drapeau. Waouh! Ça aussi, eh bien, c'est déjà un symbolisme. Ça montre déjà que c'est un pays différent, non ? Ce que l'on vit en ce moment, c'est un changement, même si le régime semble apparemment rester le même. Eh bien, le message était incendiaire. Le message de la part d'Ali Khamenei aujourd'hui. Oui, c'était incroyable. Curieusement, il parlait du fait que lorsque certains personnages se sentent très puissants, ils finissent par tomber, selon lui, en lançant la pierre à Donald Trump. Mais ça lui allait aussi parfaitement à lui. Bien sûr, ça lui allait parfaitement, effectivement. Enfin, quelle chose curieuse. Je ne sais pas comment, mais bon, il montre en cette image que j'ai trouvée très intéressante, où l'on voit plus ou moins Ali Norris. Et sur Internet, il s'est mis à rassembler toutes les vidéos qui ont circulé, et il les a mises en ligne et publiées. Et regardez, je vais laisser juste quelques secondes pour que vous écoutiez, parce que j'ai trouvé le son très frappant, parce qu'il laisse comme le son de tout ce mélange. N'est-ce pas ? Donc c'est un peu chaotique, mais là il va y avoir... Écoutez ça. Eh bien, c'est incroyable, ça fait le tour du monde. Je pense que tous les regards sont actuellement tournés vers ce qui se passe en Iran et ce qui se passe au Venezuela. Je crois que ce sont les deux zones qui sont le plus observées aussi. Eh bien, dans tout cela, il y a des personnages propagandistes d'Iran qui apparaissent, tout comme ils apparaissent soudainement dans d'autres pays. Il y a aussi cet individu qui est là, que nous allons écouter un peu, nous ne le comprenons pas, mais nous allons écouter un petit extrait. À écouter un petit extrait. Selon ce que rapportent les médias indépendants d'Iran, la télévision d'État, la télévision nationale d'Iran, a lancé des menaces directes. Et en disant aux pères, aux mères, n'autorisez pas vos enfants à aller aux manifestations, car ils y perdront la vie. C'est-à-dire la même chaîne de télévision d'État elle-même. Eh bien, laissant entendre que cette situation est, disons, que la répression est à un autre niveau, et qu'ils n'y aillent pas, sinon on leur tirera dessus pour les effrayer. Finalement... Exactement, aujourd'hui, le message, en gros, non, rien de plus. Ce personnage à la télévision de plusieurs politiciens en Iran, ça a été exactement ça, que si leurs enfants, les garçons perdent la vie, les filles aussi, eh bien que c'est la faute des parents pour générer cette peur, comme le dit Pépé. Pour leur dire, en gros, de les enfermer à la maison pour qu'ils ne sortent pas, qu'ils étaient manipulés. En réalité, cette société en a déjà assez. Elle en a assez. Eh bien, passons à un autre reportage, car en ce moment, il se passe aussi quelque chose de très symbolique, de très important dans toute cette situation. Allons-y. En ce moment, le soi-disant héritier, disons le fils du déjà, est en train de voyager, de s'approcher, disons, du Moyen-Orient, mais il arrive d'abord en Europe. Il part des États-Unis, il était dans ce pays, il était en Floride. Maintenant, il se dirige vers la France. Évidemment, tout le monde suit ses déplacements pour voir où va ce personnage. Parce qu'au final, il est considéré comme le possible leader qui pourrait occuper la présidence de manière intérimaire, pour essayer de provoquer un changement de l'intérieur, là-bas en Iran, et j'imagine aussi que cela rend nerveux les Iraniens. Que fait en ce moment le renseignement iranien ? Parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont impliqués depuis des années, des décennies déjà, disons, dans des affaires internationales, s'immisçant en Israël, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, là où se trouvent les Houthis. Ils s'immiscent partout où ils le peuvent. Et que se passe-t-il en ce moment ? Que sont-ils en train de planifier ? Que sont-ils en train de faire ? Il faut se rappeler qu'Ali Khamenei a lancé des avertissements, des menaces, il a même parlé d'un renversement de Donald Trump, imaginez-vous.
C'est-à-dire, comme il s'est montré à l'époque courageux ou ferme, eh bien maintenant il se montre courageux. Ali Khamenei, rien d'autre. Ça a toujours été ainsi. Oui, il a toujours envoyé des messages, des avertissements et des menaces, et en gros, il a menacé l'Occident. Non, selon lui, l'Europe, les États-Unis, Israël et en fait tout le monde doivent tomber. Et c'est en train de se produire. Qu'est-ce que cela signifie ? Un exemple, actuellement, un responsable iranien propose que l'Iran mène la même opération que Donald Trump contre Maduro. Mais eux contre Trump, c'est-à-dire qu'ils iraient capturer Donald Trump, évidemment, c'est de la folie. Ils n'en ont même pas la capacité pour commencer, soyons clairs. Un haut responsable et idéologue iranien, Assam Rajipour Razgani, a déclaré aujourd'hui que l'Iran devrait capturer le président Donald Trump, tout comme ils l'ont fait avec Maduro, en réponse à la position de Washington sur les manifestations. En effet, aujourd'hui, lors de cette réunion, à cette table de travail qu'ils ont eue avec les pétroliers, les journalistes lui ont posé des questions sur la question de l'Iran et évidemment, il est revenu sur le sujet. Un autre affirme que si la violence devait dépasser certaines limites, cela fait longtemps qu'elle les a dépassées et qu'ils allaient intervenir, mais bon, c'est quelque chose qui, sûrement, n'arrivera pas. Ça paraît difficile, mais bon. Chaque fois que Donald Trump fait un commentaire, le gouvernement iranien en profite pour faire ce genre de déclaration, alors qu'en réalité, les manifestations viennent simplement de personnes qui en ont assez. Là-bas d'ailleurs, à cette table de travail qui a eu lieu entre la Maison-Blanche et les compagnies pétrolières. Bon, là on ne voit pas bien la taille de la table, elle était énorme, énorme. Un tas de chefs de différentes compagnies pétrolières, de raffineries ou de secteurs liés au pétrole qui ont rencontré Donald Trump. Des choses très curieuses, très trumpiennes se sont produites à cette réunion. Soudain, sans raison, Donald Trump se lève et part. Je crois vers la fenêtre, non ? S'il veut voir le côté de la Maison-Blanche qu'il a détruit pour construire cette salle, ou ce qu'on lui dit. Salle de bal, je ne sais pas si c'est une piste de danse. Actuellement, elle est vide, complètement démolie. Celle-ci... Mais s'il se lève soudainement, il va à la fenêtre. Tu sais que je veux voir la construction. La destruction ? La construction, voir comment ça avance et tout ça, eh bien vous connaissez déjà le style de Trump. Très très imprévisible, disons pas soudainement, mais évidemment, en parlant de Trump, on a déjà discuté une fois de ce que Trump a dit sur ce qui se passe en Iran. Plusieurs commentaires ont été faits récemment, et surtout ces derniers jours, il a envenimé la situation en déclarant que si des mesures étaient prises contre les manifestants, ils interviendraient anti. Donald Trump a lancé un autre avertissement sévère, cette fois aujourd'hui, le 9 janvier, dans lequel il affirme que l'Iran traverse un moment critique. Et il avertit que si la violence continue, Washington pourrait intervenir directement. Les manifestations ont commencé à la fin de 2025, le 28 décembre. Les manifestations massives, les fortes, pour eux qui sont là-bas depuis 10 jours, eh bien ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 28, 29, 31, 14 jours. Déjà pour eux. Cela fait déjà 14 jours de protestation. Et maintenant, officiellement, cela fait 2 semaines. Et la répression s'est intensifiée. Il y a aussi des protestations. Car si les gens sont en colère et protestent contre la répression, tout est encore plus réprimé. Eh bien, tu leur rappelles pourquoi ils protestent, tu leur rappelles qu'ils sont là précisément pour cela, et ils connaissent le risque qu'ils encourent. Et ils savent, que peut-être certains d'entre eux ne vont pas revenir, mais ils sont prêts à tout, parce que... ils n'ont plus rien à perdre, n'est-ce pas ? Alors, est-ce pour cela qu'on voit ces protestations aussi fortes aujourd'hui ? Trump disait que le régime iranien était, dans un grand problème. Maintenant, il avertit que s'il y a de la violence, ils vont intervenir. Puisqu'il y a déjà plus de 200 morts, maintenant Donald Trump va intervenir. Ou est-ce que c'était juste pour mettre la pression sur ce régime, ou qu'est-ce qui se passe ? En ce moment, nous parlons de leurs actions internes, des mouvements et des évasions, y compris militaires, car il y en a. Mais il y a déjà une position qui rappelle ce qui s'est passé, par exemple, avec la question de la Syrie. Il faut rappeler qu'on en est aussi arrivé à faire ce commentaire, n'est-ce pas ? Dans lequel, à certains moments, certains groupes proches du président intérimaire de la Syrie ont commencé à attaquer d'autres groupes. Et immédiatement, il y a eu aussi un traumatisme et on a dit « soit vous calmez les choses, soit on les calme pour vous ». Finalement, les choses se sont calmées et ils ont même fini par bien s'entendre. Il l'a même visité à la Maison-Blanche et tout ça, non ?
La même chose s'est produite avec le Nigeria lorsque ces groupes, et il y a des preuves, ont commencé à attaquer des groupes chrétiens et israéliens, des écoles catholiques spécifiquement. Donald Trump a aussi envoyé un message affirmant qu'ils allaient intervenir et que si rien n'était fait, quelque chose serait effectivement entrepris. En fait, les États-Unis sont intervenus avec les Nigérians et ils allaient lancer une opération pour libérer les 130 mineurs. Là, c'était vraiment un mouvement auquel beaucoup d'entre nous, moi y compris, pensions que ça n'allait pas arriver, que ça ne se produirait pas. Et ça a surpris, n'est-ce pas? Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'avertit l'Iran, eh bien ça pourrait arriver soudainement, qui sait? Ça peut sembler difficile, sembler compliqué, mais avec ce qui s'est passé avec Maduro et avec les Nigérians et certains mouvements, eh bien avec ce qui s'est passé en Syrie aussi, parce que c'est avec la Syrie. Même si l'opération n'entre pas en jeu, ces derniers jours, ils ont opéré avec l'armée syrienne pour attaquer ceux de l'État islamique. Donc on est en train d'enlever cette image de brute, ou du moins c'est ce qu'ils essaient de faire. Au moins, et avec cela, il se pourrait qu'il y ait aussi un tournant similaire. Passons à un autre sujet parce qu'il y a plusieurs thèmes assez intéressants dans cette affaire. Et aussi on va interagir avec les commentaires et tout ça. Alors écrivez-nous, s'il vous plaît. Passons à un autre point de ce qui se passe là-bas. Ali Khamenei, et ce serait la garde révolutionnaire de ce pays, la garde révolutionnaire, qui donnerait l'alerte maximale. On a observé deux mouvements, l'un qui donne l'ordre à Ali Khamenei et à sa garde révolutionnaire, qui est la plus grande armée qu'il possède. Ils ont deux armées, l'armée constitutionnelle, l'armée normale d'un pays, et l'armée qui rend hommage au guide suprême, qui est leur chef. Maintenant, il y a deux situations. L'une, c'est qu'il donne l'ordre d'alerte maximale à l'armée. Mais en même temps, on signale aussi qu'Ali Khamenei, lui et les hauts commandements proches de lui, seraient cachés dans des bunkers. En ce moment, c'est-à-dire là tout de suite, ils sont passés à un plan où il est apparu à l'écran, il s'est montré avec quelques partisans, et immédiatement ils l'ont emmené dans un bunker. Ils assurent que ce qui se passe en interne, au sein du cercle, n'avait jamais été vu auparavant. Ils vivent un moment sans précédent. Ils sont en état d'alerte maximale. Comme tu l'as mentionné au début, on dit qu'Ali Khamenei serait dans un bunker situé en plein désert. En gros, il n'y a rien autour, d'après ce qu'ils voient, n'est-ce pas? Étant donné que les manifestations ont déjà pris le contrôle de Téhéran, qui est la capitale du pays, il est donc très facile qu'ils ne puissent pas être protégés. À Ali, j'ai marché et je dis que la vidéo qu'on a vue aujourd'hui aussi, même si c'est la voix du personnage et tout, ça pourrait simplement être une vieille vidéo. Placer un message d'Ali Khamenei dessus, n'est-ce pas? Exactement. Parce que où est Ali Khamenei? Eh bien, il pourrait être n'importe où. Oui, c'est-à-dire, il sort avec un petit groupe là-bas, et il peut même être à l'intérieur du même bunker qu'il signale. Le fait est que ça s'est produit. Il a envoyé des messages au fils de Shah, il a envoyé des messages à Yenet Anjajo, il a envoyé des messages à Donald Trump lui-même. C'est-à-dire, il a pris même ceux qui, apparemment trahissent déjà le régime, c'est-à-dire la débandade qui est en train de se produire. Il leur a aussi lancé quelques critiques à eux, aux gens, que ce soit à ceux qui protestent, qui sont pour la plupart, des étudiants et des jeunes. Eux aussi en ont pris pour leur grade, c'est-à-dire, il leur a dit que c'était, le moins qu'il ait dit, c'est que c'était des vandales et je ne sais quoi. Ensuite, il a élevé la voix, lâché plusieurs grosses insultes. Bref, il est devenu intense. Pas exactement. Et maintenant, ils font des rapports. Par exemple, les services de renseignement israéliens. Elle affirme que, d'après les rapports précédents qu'ils avaient, ils ne voyaient pas beaucoup de chances que les manifestations puissent changer le régime. Mais maintenant, avec l'intensification des derniers jours, ils pensent qu'il est possible que ces mêmes manifestations puissent changer le gouvernement. Il y a une semaine, les États-Unis disaient qu'ils ne voyaient pas encore la chute du régime comme possible. Aujourd'hui, cela a complètement changé. Aujourd'hui, ils ont aussi commenté exactement cela. Un ancien ministre de la Sécurité du Royaume-Uni qui s'appelle Tom Tungenut affirme également que c'est la fin du jeu.
C'est exactement ce qu'il dit. Il voit très clairement que c'est la fin du régime, dit-il. Nous ne voyons pas le régime survivre, mais le nombre de personnes qu'il tente de tuer. Mais cette phrase est parfaite, c'est la fin du jeu, c'est bien ça. Que peut-il arriver maintenant ? Le début et la fin ? C'était le 12 juin quand pendant tant d'années, ils disaient qu'ils avaient une super capacité militaire et que c'était bien. Ils montraient sans cesse des images de bunkers remplis de missiles et d'armes. Et combien ? En 12 jours, ils n'ont pas pu abattre un seul avion, ni des États-Unis ni d'Israël. Aucun avion n'est tombé, ils ont lancé de nombreuses bombes sur Israël, certaines sont tombées, dont une sur un centre commercial. Il y a eu quelques dégâts, oui, il y a eu aussi quelques morts en Israël, mais tu dis que la force aérienne a été neutralisée en quelques heures. En réalité, ça a vraiment laissé Ali Khamenei dans une très mauvaise posture. Et le régime ? Parce que bon, tu prétendais être tout-puissant, et il s'est avéré que tu étais loin de l'être, non ? Et ça, hein ? Oui, ça a surpris, et la retenue de Trump a aussi surpris. Parce que oui, évidemment, ils ont attaqué, enfin, il y avait deux aspects à cela. Soit c'était une attaque rapide et précise, où ils ont même prévenu qu'il y aurait une attaque. C'est-à-dire, un jour avant, ils ont dit qu'ils allaient attaquer Ispahan. Ils ont prévenu pour que les gens évacuent. Ou bien ce qu'ils voulaient, c'était détruire les installations. Non, c'était ça l'objectif. Et c'est ce qui s'est passé, ça s'est fait exactement comme ça. Donc je pense que, voilà. C'est là qu'on a vu le premier point faible, non. Peut-être aussi lors de la chute de l'hélicoptère. Où était-il ? Ebrahim Raisi ? Ebrahim Raisi, le ministre des Affaires étrangères, et un autre ayatollah. D'ailleurs, il y avait environ 4 personnes, sans compter les pilotes et l'équipage. Norma Ruth, une ancienne haute responsable de la CIA, dit « C'est vraiment un moment extraordinaire si nous voyons un régime qui est clairement dans ses derniers jours. C'est un gouvernement qui peut se maintenir, mais qui est incapable de prendre des décisions pour arrêter cela. » C'est-à-dire une ancienne agente de la CIA ? Non, ils sont là. Maintenant. Il y a plusieurs mises à jour dont nous allons parler. Dans un petit moment, nous allons essayer de montrer quelques images. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de connectivité, en fait, ils subissent un blocage intense. Et bien, grâce à ces antennes Starlink, quelques images ont quand même pu circuler. On parle d'un effondrement institutionnel, c'est compliqué et c'est aussi dangereux. C'est aussi une révolution. Ce n'est plus une simple protestation, mais une rébellion. Une révolution, non ? Qui est en train d'avoir lieu et qui cette fois-ci n'a pas les caractéristiques de cette protestation de la génération Z. Du moins, ils n'ont pas ces symboles, mais ils ont une autre dynamique pas très différente qui a commencé par une question de travail qui. Lors de ces protestations, on mentionne rarement que nombre d'entre elles s'accompagnent de grèves. Par exemple, certaines manifestations incluant des grèves de... Je me souviens que nous avions évoqué une grève de transporteurs il y a quelques mois. Celle-ci dure depuis longtemps. Avant la guerre des 12 jours, oui, à cause de la guerre des 12 jours, elle a été suspendue puis reprise. Mais elle a continué comme ça. Elle s'arrête à cause de conflits, de bagarres, etc. Mais bon, en ce moment, elle ne s'arrête plus. Il n'y en avait pas, c'est-à-dire que ces transporteurs étaient très mécontents. Ils faisaient, des revendications très légitimes et tout ce que tu veux. Mais ces protestations duraient depuis des mois et avaient paralysé une partie des transports de base. Biens et produits utilisés en Iran qui, à cause de la situation, se retrouvent dans cet état. Comme des échanges. Tout est ralenti pour transporter des produits, parce qu'ils exigent justement un changement. Et ce changement a fait que d'autres groupes ont commencé à protester, et cela s'est aussi produit de manière plus intense. Maintenant, ce qu'il avertit. Le danger en ce moment, c'est qu'il y ait une répression finale, c'est-à-dire qu'ils veuillent vraiment réprimer, parce que c'est existentiel pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont entre l'idée de disparaître ou de faire leur dernier mouvement, et c'est le risque qu'il y a en ce moment. Ce n'est pas qu'ils veuillent devenir trop intenses, qu'ils commencent à planifier quelque chose de plus machiavélique, ou même, une sorte d'attaque contre un pays voisin. C'est pour ça, je pense, qu'il y a cette étrange sortie des Russes, non ? Pendant plusieurs jours, tous les diplomates, toutes les familles sont partis.
Au moins une bonne partie des familles des diplomates russes qui vivent en Israël. En plus, ceux qui sont partis d'Iran parce qu'ils quittent Israël, vous voyez, n'est-ce pas? Et si nous allons voir un mouvement, un dernier sursaut, comme on dit, cela pourrait arriver dans les prochaines heures. Parce que non, je n'imagine pas que cela puisse durer plus longtemps. Il faudrait, eh bien, je ne sais pas, qu'il se passe quelque chose de vraiment grave pour que soudainement ces manifestations s'arrêtent. Et c'est ça l'inquiétude, qu'il puisse se passer quelque chose de surprenant, qu'ils aient encore un dernier atout dans leur manche, pour ainsi dire. Oui, il pourrait l'avoir. Maintenant, si c'est une attaque d'un autre pays, est-ce que cela affecterait les manifestations? Quelque chose comme ça ne serait pas possible. Je ne sais pas, une situation comme ça, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Tous les services de renseignement du Moyen-Orient, où l'Iran est présent, doivent être en alerte maximale. Pour une raison ou pour essayer d'arrêter ou de détecter toute situation qu'il pourrait en provoquer. Il y a déjà eu des cyberattaques, il y a déjà eu, bien sûr, des sabotages de la part de l'Iran. C'est-à-dire qu'il y a une certaine capacité à surprendre, donc on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas faire confiance dans ce cas-là. Ni les mêmes personnes qui manifestent, ni les pays qui, naturellement, sont ennemis depuis longtemps. Passons à un autre sujet également important. Passons à d'autres sujets également importants, aussi avant de manger autre chose. Salutations à ceux qui nous accompagnent. Un grand merci d'être là, également aux membres, à Anna Hughes, qui nous a offert 2 adhésions pour la communauté. Merci beaucoup Anna, chaleureuse salutations à toi et à El Pitbull. Oui, c'est vrai. Oui. Le Pitbull sera le Pitbull. Ah oui, comment ça va le Pitbull? Super, merci beaucoup. Écoutez, vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez soutenir cette chaîne car elle peut évidemment exister grâce à vous et ce soutien est donc essentiel pour cette chaîne. Vous pouvez le faire via un super chat, un super merci et bon, eh bien, je suis reconnaissant envers toute la communauté. Nous allons aborder plusieurs sujets et nous allons aussi essayer de nous arrêter et de lire les commentaires. Évidemment, il y a beaucoup de chaos aussi dans l'information et il y a déjà des réactions de différents pays. Je remarque que dans plusieurs des sujets qui se sont produits, la Chine ne s'est presque pas impliquée. C'est-à-dire malgré le fait que de grands changements ont eu lieu. Par exemple, sur la question de Maduro, ils ont effectivement fait quelques commentaires et tout. Et je voyais ça comme si, tout à coup, il y avait juste une petite réprimande et puis c'était fini. Et pour d'autres sujets, pareillement. Aussi sur la question de l'Iran, il n'y a pas de raison qu'il y ait des commentaires plus fermes. Ils ne veulent tout simplement pas s'impliquer dans le sujet, n'est-ce pas? Cela fait aussi partie de leur stratégie. De même, en Amérique latine, il y a peu de participation des dirigeants sur la question de l'Iran. Non, l'Iran, oui, il n'y a presque aucun commentaire, même en évoquant la Chine. L'autre jour, lors d'une conférence de presse, la porte-parole du ministre des Affaires étrangères a été questionné par un journaliste sur le radar défaillant qui se trouvait au Venezuela et c'était très drôle. Parce qu'en réalité, le visage même s'ils ne sont pas très expressifs, les politiciens chinois ne sont généralement pas très expressifs. On a vu sur son visage une expression de contrariété et immédiatement, sa seule réponse a été «
Nous sommes contre la violation de la souveraineté de tout pays, a-t-il déclaré. Absolument pas un seul commentaire en référence à ce radar chinois qui n'a pas fonctionné ou qui, soi-disant, n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Car cela pourrait aussi être comme bon aujourd'hui. Donald Trump a de nouveau affirmé que le gouvernement du Venezuela avait apporté son soutien sur certains sujets et il avait suggéré, non, qu'il l'avait en fait livré à Maduro, même si maintenant il assure que non. Eh bien, qui nous dit qu'ils ne l'avaient pas déconnecté, qu'ils l'ont éteint parce que, eh bien, apparemment, ça n'a servi à rien, non? Non, ça n'a servi à rien. Et en plus, oui, si on observe en ce moment, il y a trop de tensions, de conflits, de problèmes, comme s'impliquer dans d'autres affaires ou s'étendre, ça n'a pas de sens, vraiment. C'est-à-dire l'affaire du sujet de Maduro. Et de ça, je pensais que plusieurs pays d'Amérique latine allaient réagir de manière plus ferme et ils se sont retenus, même ici au Mexique. C'est-à-dire comment la réaction aurait-elle pu se produire ? Ils ont dit « Nous n'allons pas défendre cet individu ». On a parlé de souveraineté, on a évoqué certains points et l'affaire s'est arrêtée là. On n'aborde pas tellement le sujet. On dirait que Trump veut qu'on parle plus du sujet. Il va et sort. Son commentaire d'hier sur leur entrée au Mexique et d'autres histoires. Et beaucoup de campagnes, aussi de génération de peur dans toutes ces situations, et je pense que ça vient de là, de la part des services de renseignement. C'est-à-dire ici qu'il y a un drone par ici et qu'il y a je ne sais quel bateau par là. Et beaucoup de désinformation. Ce sont des informations avec des vidéos d'il y a 3 mois, 5 mois, c'est-à-dire de vieilles vidéos. Mais bon, les gens n'ont normalement pas le temps de vérifier chaque information qui sort. Donc il y a aussi beaucoup de ce genre de données qui circulent. Non, en ce moment, avec tout ce remue-ménage, c'est difficile de se souvenir de chaque vidéo qui sort. Mais bon, passons à d'autres sujets, à ce qui se passe en Iran et à d'autres thèmes aussi, évidemment, internationaux. Remarquez qu'alors que nous observons toute cette série de réactions et ce qui se passe en Iran, il y a plusieurs sujets importants. Il y a un rapport concernant 6 hôpitaux qui ont été signalés, 6 hôpitaux là-bas, rien que dans la capitale, oui, rien que dans la capitale même. Ce qui a pu être confirmé, c'est qu'une journaliste a déclaré aujourd'hui que, selon ces informations, ce que lui disaient Mansour les hôpitaux, les médecins avec qui elle a parlé, les témoignages, il y aurait eu plus de morts que pendant cette guerre en 12 jours. Bon, ça nous l'avons déjà mentionné, mais ce qui a été confirmé uniquement dans les 6 hôpitaux qui ont pu être observés, c'est qu'il y a 217 personnes qui ont perdu la vie. Ce sont 217 êtres humains qui sont sortis pour exiger un changement de régime et qui, eh bien, ont payé de leur vie pour cela. C'est-à-dire, c'est vraiment dur, et à cela s'ajoutent 2000 personnes arrêtées, et si le régime continue, ces 2000 détenus, peut-être pas tous. Mais beaucoup d'entre eux vont mourir pendus ou de différentes manières, parce que ce sont leurs règles, elles sont très dures. C'est ce qui s'est passé lors d'autres manifestations, où soudainement, soit ils les laissent là pendant 20-30 ans, ils les laissent pour des périodes très longues, où ils ne survivent même pas, ils les éliminent. Alors, si le régime ne tombe pas, même s'il faut toujours envisager les deux possibilités. S'il ne tombe pas, beaucoup de gens vont vivre une situation très grave dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si on devait résumer cela, on résumerait par répression, coupure, Internet. Mais aussi d'un autre côté, la passion des gens qui disent « ça suffit, il faut en finir avec ça ». Et comme tu le disais hier, on observe déjà que ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas seulement ça, car habituellement, les protestataires étaient les classes les plus pauvres. En ce moment, on parle des classes moyennes, voire des classes aisées, qui sont sorties protester ou qui ont participé aux manifestations. Certains d'entre eux, eh bien, ne suivent plus la narration du régime parce qu'on leur demande d'ouvrir les manifestations. Ils doivent continuer à rouvrir les commerces et tout le reste pour essayer de revenir à la normale. Moi je dis, je ne suis plus dans la normalité et ils n'obéissent donc tout simplement plus aux ordres de l'ayatollah.
Exactement, il y a déjà des voix de certaines personnalités importantes dans le monde arabe, par exemple, un cheikh libanais qui s'appelle Al-Hab Hassan, qui remet en question, il ne remet pas seulement en question la religion, il est chiite et ils remettent en question la religion. Ils disent qu'il est temps de la mettre à jour, qu'il n'est pas possible qu'actuellement de nombreux pays ou de nombreuses personnes impliquées dans le terrorisme soient dans cette religion. D'une manière qui n'a pas permis au monde arabe de progresser ou de grandir, n'est-ce pas? Alors, une situation que d'autres personnes au sein de la même religion commencent déjà à remettre en question. C'est intéressant et c'est une critique sévère, mais il fallait que quelqu'un la formule, et c'est bien que cela vienne de l'intérieur. Oui. Parce que c'est vrai, c'est-à-dire, si cette religion veut, subsister, on va dire non, elle doit commencer à abandonner la violence. Et beaucoup de religions dans le passé ont connu des moments de violence. Ce que tu veux, mais à un moment, ils ont compris que ce n'était pas la bonne voie. Non. Et espérons que ce genre d'autocritique soit, de plus en plus clair. Je rapporte précisément ces propos. Selon lui, l'islam nécessiterait une profonde réforme, car il serait perçu comme une religion liée au terrorisme et à la violence. Pourquoi massacrons-nous au nom de tous ? Désormais, le monde est l'islam à cause de nous, pas de vous, dit-il. C'est un commentaire très dur, très dur. C'est une partie de ce que cela peut entraîner. Ce genre de révolution, ce genre de tournant et de changement. C'est intéressant, 2026, je ne me suis pas encore habitué à ce chiffre, mais voilà, un 2026. Très intéressant, très mouvementé. Et bon, il y a aussi quelques perdants, du moins apparemment. C'est-à-dire dans le sens où, pour l'instant, non. Et je ne parle pas des régimes, ceux qui perdent tout ce que ce soit, mais aussi parfois dans ces mouvements. Oui, si les pays et les dirigeants des pays qui sont, disons, au milieu, ne comprennent pas le moment qu'ils vivent, ils peuvent, disons, rester comme dans un état, comme intermédiaire, ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, je me souviens de ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'affaire du 11 septembre, quand ce Fox est sorti. Je ne me souviens plus exactement. Oui, je crois que ce n'était pas lui. Je crois qu'il n'a pas présenté ses condoléances aux Américains ou quelque chose de critique, quelque chose comme ça. Il a mis du temps à présenter ses condoléances et ensuite, il a critiqué la guerre en Afghanistan et tous ces sujets que je comprends parfaitement parce que oui, le Mexique n'est pas un pays qui soutient les guerres, je le comprends, mais sortir publiquement et critiquer a été très mal vu à ce moment-là. Et à partir de là, il y a eu une relation très froide avec les États-Unis, de la part d'un président qui, était censé être plus axé sur les affaires, ce Vicente Fox. Je ne sais pas, mais à partir de là, ça n'a pas été bien géré. Et dans d'autres pays, par exemple l'Ukraine, non. Les Ukrainiens, un sujet peu évoqué, ont envoyé des soldats pour soutenir les États-Unis, un pays situé de l'autre côté. Non, mais et alors? Et qu'il n'était même pas là, qu'il disait, c'est qu'il était bleu ciel, non bleu ciel, ni ses lumières, bleu ciel, rien d'autre. À l'époque, le président était pro-russe, mais ils ont tout de même aidé les États-Unis en envoyant des soldats. Et toi? Et ici au Mexique, avec l'idée qu'on est un pays qui avance doucement, il n'a absolument rien fait, non. Et cette fois-ci, le fait est que beaucoup de pays, le Canada par exemple, est un autre pays qui fait aussi partie des perdants, dans le sens où, en ce moment, le Canada ne pourra pas vendre de pétrole aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce dont les États-Unis ont le plus, c'est du pétrole. Entre ce qu'ils ont déjà, les accords qu'ils passent avec le Moyen-Orient et ce qui se passe avec le Venezuela, le pétrole du Venezuela et du Canada devient très cher. Donc maintenant, la Chine, et curieusement, la Chine est en train de se rapprocher des Canadiens et leur propose d'acheter du pétrole. Donc la Chine achète du pétrole à ce pays, au Canada, et en fait, ils exportent déjà du pétrole vers la Chine par le Pacifique. Cela devrait s'accélérer. Et d'un autre côté, les États-Unis et le Venezuela dans cette nouvelle réalité qui apparemment va se produire, ce qui est aussi quelque chose qui est en cours. On parle déjà des premiers 30 millions de barils qui ont été envoyés officiellement aux États-Unis.
Avec le nouveau gouvernement en place, disons, en transition, apparemment Delcy Rodriguez, les premiers 30 millions ont déjà été envoyés. Et aussi aujourd'hui. Mais il y a un instant, le gouvernement du Venezuela a publié un communiqué dans lequel il affirme avoir collaboré avec le gouvernement des États-Unis pour capturer ce pétrolier. Les États-Unis et le Venezuela parviennent au retour du navire Minerva dans les eaux vénézuéliennes, dit-il. Les autorités américaines et vénézuéliennes annoncent le succès de l'opération conjointe avec le retour du navire Minerva, parti sans paiement ni autorisation. Qui c'est du côté des autorités vénézuéliennes? 3 Doritos plus tard, c'est impressionnant. Enfin, voyons. 3 Doritos. C'est que toujours, enfin, il y avait les États-Unis et le Venezuela qui étaient ennemis. Maintenant, il se trouve qu'ils collaborent même contre la Russie. Oui, c'est fou, non? J'aimerais voir. Eh bien, maintenant que les influenceurs du régime de Maduro publient, non. Voilà, c'est là, maintenant, ils collaborent et vont sur un navire russe. Tu dis, ça c'est bien. D'accord. Les commentaires sur X et sur différents réseaux où l'on partage des vidéos, par exemple, de Delcy, en disant non, on va déjà faire équipe et comme je leur ai dit, on va leur vendre ce pétrole, non? Beaucoup de gens très en colère, ceux qui sont très pro-chavistes, disaient « Mais comment? Comment est-il possible que nous acceptions de leur donner le pétrole comme ça et que nous soyons obligés d'acheter des choses aux États-Unis? » Tu m'as dit il y a quelques mois qu'aucune goutte de pétrole n'irait aux États-Unis, alors qu'en réalité, il y a toujours eu du pétrole pour les États-Unis. Chevron, aujourd'hui, disait Donald Trump, il te disait « Tu étais là, tu n'as jamais bougé. » Ils n'ont jamais quitté les lieux, continuant d'acheter du pétrole à bas prix. Et bon, eh bien, la vérité, c'est que oui, c'est vraiment incroyable. Mais ce qui est hallucinant, ce qui est presque vraiment surréaliste, c'est qu'ils collaborent déjà pour aller chercher un pétrolier russe. Cette fois-ci, la Russie dit « Ce n'est pas à nous, non ?» Mais quand tu vois comment il s'appelait avant, qui le contrôlait, etc., eh bien oui. Là, ce serait déjà trop d'humiliation. Je pense qu'avec ça, ce serait le 3e pour les Russes. Ils préfèrent mieux dire non, mais bon. Bon, et aujourd'hui, les États-Unis, à cette table dont je vous parlais, où se trouvaient les pétroliers, on a posé une question à Donald Trump au sujet du Venezuela. Il disait qu'il s'en sortait très bien avec eux, pas avec son gouvernement. Je pense qu'ils ont été très intelligents dans leur façon d'agir avec nous. Franchement, tout ce lieu aurait pu être détruit par une attaque de plus et nous ne voulions pas cela. Eh bien ça, il a dit parce qu'aujourd'hui, il a assuré qu'il avait annulé la 2e attaque contre le Venezuela parce qu'il voyait qu'ils coopéraient et parce qu'ils avaient libéré les prisonniers politiques. Enfin, en réalité, ils n'en ont libéré que très peu parmi ceux qui manquent encore. Là-dessus, ils n'ont rien dit. Ils n'ont libéré qu'1% des prisonniers politiques. Les familles sont aujourd'hui désespérées. C'est-à-dire, non, enfin, je veux dire, on commente cette nouvelle parce qu'elle est très drôle, c'est vraiment amusant, mais en réalité, ce que dit ici Blanca Barceló, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, c'est de la comédie, évidemment, c'est de la comédie par convenance pour ce que tu veux, mais en réalité, eh bien, dès le départ, tu le vois. Autrement dit, sans lâcher prise, car dès qu'ils décident de tous les relâcher, c'est terminé, non? Ils ne le relâcheront pas parce qu'il y a un ordre de ne pas le relâcher, parce qu'on leur dit de ne pas le relâcher. Point final. Alors ils vont les relâcher au compte-gouttes, parce que c'est leur carte de négociation. Donc ils veulent les relâcher petit à petit, parce que peut-être aussi que certains d'entre eux sont dans un très mauvais état. Il y en a plusieurs. Eh bien, selon les organisations non gouvernementales, ils estiment qu'il s'est déjà écoulé 30 heures depuis l'annonce faite par le frère de Delcy Rodriguez. Je ne me souviens pas de son nom, c'est Jorge Rodriguez. Ils estiment à peu près, parce que le chiffre n'est pas clair, le gouvernement vénézuélien a-t-il dit combien à peu près ils estiment? Entre 8 et 11 ou rien du tout? Sinon, non, ce ne sera pas. Ils devraient tuer et libérer tous ceux présents, y compris dans les hélicoptères. C'est-à-dire, et donc, au final, ce sont des prisonniers qui ne devraient pas être là, qui ont été torturés, à qui on n'a pas fait de procès ni rien, on les a simplement emmenés. Ils les gardent enfermés là-bas, et beaucoup d'entre eux ne savent même pas dans quelles conditions ils se trouvent. Beaucoup étaient malades, certains n'ont pas survécu. Bref, c'est un sujet assez...
On estime qu'il y a entre 1200 prisonniers politiques et environ 806. Donc oui, même pas 1%. Non, même pas 1%, mais salutations à José Artés Cabello. Il ne se passera rien, mais voyons qui s'occupera du Venezuela, dit-il. Salutations José Mitocayo, comment vas-tu, dit-il. Tapatia, tout ira bien pour le monde. Salutations Tapatia, un grand salut aussi à toute la communauté qui nous regarde là-bas à Jalisco. Excellent, merci beaucoup, dit Gérardo. Tout est du théâtre, c'est du théâtre, dit-il. Comment vas-tu, Gérardo? Un grand salut, bonjour, quoi d'autre, hein? Et parfois, il reste à signaler dans le Wall Street Journal, dans une publication qui est sortie aujourd'hui, c'est bien, 3 fonctionnaires iraniens ont affirmé en privé au Wall Street Journal l'avoir fait sans sollicitation, qu'ils désiraient ardemment le retour de la dynastie Pahlavi et que l'un d'eux a dit qu'il voulait que le roi revienne là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un déjà à l'intérieur... Du gouvernement, et certaines personnes, nous le savions déjà? À l'intérieur du gouvernement, mais je dis que c'est intéressant, non? Quoi qu'il en soit, que le Wall Street Journal le confirme, à l'intérieur du gouvernement, il y a des gens intéressés à ce qu'ils reviennent. C'est-à-dire au moins certaines choses de se passer, et ça aussi c'est très intéressant. Exactement en ce moment. Par exemple, sur le compte de IKMN, il y avait le drapeau de l'Iran, et il vient de l'enlever. Pourquoi? Eh bien, à cause du changement de drapeau qu'ils ont fait. Ah, bien sûr, parce qu'en mettant l'emoji, il met l'emoji de l'autre drapeau, non? Donc ça oblige, c'est obligatoire. Ils ont dû l'enlever. C'est intéressant, vraiment intéressant, oui, il continue d'apparaître, non? Il continue d'apparaître. L'image est impressionnante sur celle-ci. Selon ce que rapporte Visegrad 24, ils disent donc qu'ils crieraient « Vive ». Vive. Nous allons écouter le chat en farsi. J'imagine... Viens. La vie, la vie. Eh bien, à la fin, ces cycles qui arrivent soudainement, où tout à coup il y a une lassitude, tellement qu'ils disent. Le changement doit arriver, il arrive, les gens sortent tout simplement, et c'est impressionnant. Comment? Comment va-t-on le dire? En offrant une option qui, il y a peu, paraissait presque impossible. N'est-ce pas? Qui d'autre est Stella Bass? Salut, ici X. Si on m'avait dit qu'en une semaine, les États-Unis feraient partir Maduro et rouvriraient de leur ambassade, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, les représentants du gouvernement des États-Unis se sont rendus au Venezuela. Ce n'est pas surprenant de voir là-bas des camions avec les officiels américains. Pour commencer, la possibilité d'ouvrir l'ambassade. La possibilité qu'ils ouvrent une ambassade, rien que le fait qu'il y ait cette possibilité me paraît super intéressant. Le fait que pendant cette même période, vous parliez, Monsieur Reyes, d'un mouvement du Venezuela et des États-Unis pour attirer un navire russe. Tu dis que tu es en train de parler, dans quel monde vivons-nous? Ou même de la possibilité que, selon au moins les rapports qui sont diffusés en ce moment là-bas en Iran, il y aurait une supposée démission du président iranien. Présente Al. Et j'ai marché, tu dis, eh bien si les choses bougent, non? Merci beaucoup, salutations à Nundo, comment vas-tu? Très bien, Miguel Alfonso, comment ça va? Merci beaucoup, salutations Roble. Martin Gutiérrez, très bien, salutations Mister X, très bien. C'est donc, eh bien, très intéressant. Maintenant, passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. En ce moment. C'est aussi déjà considéré comme le résultat de cette réunion avec les pétroliers et Donald Trump. Et le résultat, la vérité, c'est que, eh bien, c'est très prévisible. Les compagnies pétrolières ne sont pas satisfaites, elles n'ont pas actuellement d'intérêt à investir. Je vous l'avais déjà dit ici, mais en gros, ils ont répété la même chose à Donald Trump. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'engager parce que pour l'instant, rien n'est encore sûr. C'est-à-dire tant qu'ils ne verront pas clairement que cela soit durable. Parce que tu sais, tu investis là-bas, on ne sait pas combien de milliards, et puis tout à coup, il se passe quelque chose en interne et ils te font un changement. Ce n'est pas clair quelles sont les intentions de Diosdado, Padrino et ceux du oui. Que va-t-il arriver à l'opposition à Maria Corina et Edmond?
Toutes ces situations sont très compliquées si on va refaire des élections, comme cela a été suggéré. Tout cela, tant que ce n'est pas clair, pourquoi investirait-il des milliards ? Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, surtout ces 4 ou 5 dernières années aux États-Unis, dans le secteur pétrolier, il y a un boom d'argent. Parce qu'ils ont inventé. Vous vous souvenez du fracking ? Eh bien, le fracking a aussi continué à se renouveler, à innover, non ? Et même si le fracking reste très problématique pour l'environnement et pour beaucoup d'autres choses, ils ont considérablement réduit le type de polluants qu'ils généraient. Ils ont réduit la quantité d'eau qu'ils utilisent, même s'ils continuent d'en utiliser beaucoup, mais c'est bien moins qu'avant. Et cela leur apporte un certain niveau de profit. Comme c'est un boom pétrolier, c'est aussi pour cela que le prix du pétrole n'augmente pas en ce moment, parce qu'il y a un excès, il y a trop de pétrole. Donc, comme les techniques qu'ils utilisent sont de moins en moins coûteuses et de moins en moins agressives, on a constaté d'énormes profits chez les compagnies pétrolières. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux dire, si cette situation était arrivée à un autre moment, ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais là, pourquoi est-ce que je prendrais le risque avec une telle somme d'argent ? Si en ce moment mes affaires vont bien, que ce soit avec le gaz, le pétrole, etc., alors tant mieux. On attend peut-être 1 an pour voir comment ça se passe, regarde si tout est bien stable, il semble que tout fonctionne bien, que ça va durer sur le long terme. On y va, mais pour l'instant, pourquoi ? Voilà. Dans ce sens-là, apparemment, la réunion, eh bien, c'était peut-être un bon rapprochement, mais pas avec un résultat concret. Les grandes compagnies pétrolières ne sont pas intéressées pour l'instant et n'envisagent pas d'investir beaucoup ni rapidement au Venezuela, malgré l'intérêt de quelques entreprises indépendantes. Mais il y a aussi le fait que Trump a assuré qu'ils allaient leur donner des garanties de sécurité, mais comme toujours, il n'a pas dit comment, il ne s'est pas engagé à une présence militaire. C'est-à-dire, quand il promet quelque chose, tout reste toujours très flou, donc il est très probable que ça tombe à l'eau. S'il reste 3 ans et qu'ensuite un nouveau président, indifférent aux compagnies pétrolières, arrive, eh bien voilà. En plus, il leur a assuré qu'il n'aurait aucune relation avec le Venezuela, que tout se ferait directement avec le gouvernement des États-Unis. Mais le directeur général d'Exxon, Darren Woods, lui a dit que le Venezuela n'est actuellement pas un pays où l'on peut investir sans changement significatif dans le cadre commercial et dans le système juridique, dit-il. Woods a déclaré qu'une protection durable de l'investissement et des changements dans les lois sur les hydrocarbures étaient nécessaires avant tout investissement. Certains experts disent que pour que ce soit viable, c'est-à-dire pour que tu vois réellement un bénéfice, il faut attendre 14 ans. Donc oui, si tout reste très incertain, eh bien 14 ans, c'est beaucoup trop long. S'il s'agit d'entreprises à long terme, c'est-à-dire qui peuvent générer de gros bénéfices, oui, mais ils ne les verront que dans 10 ou 15 ans, alors oui, c'est compliqué, non ? Si toi, peut-être, si ton sujet était autre chose, un autre type d'entreprise, alors peut-être. Il se peut que je vais en tirer un bénéfice dans 1 ou 2 ans, alors oui, mais comme ça, c'est très compliqué. Et en plus, eh bien, ils se traînent toujours dans l'idée que... Il faut se rappeler depuis combien d'années le chavisme existe, c'est-à-dire ça fait des décennies. Et pendant ce temps, beaucoup de ceux qui sont maintenant soldats ou qui sont actuellement dans ces postes-là, eh bien, la bureaucratie, c'est ce qu'on vit à l'intérieur du Venezuela. Eh bien, beaucoup d'entre eux sont nés avec ça, c'est-à-dire ils sont nés avec cette mentalité, je ne sais pas, ils sont déjà là, donc, eh bien, c'est compliqué. Tout à coup, il y a un secteur peut aussi te poser problème dans ces cas. Oui, le changement est arrivé, voici le nouveau gouvernement. S'ils n'aiment pas quelque chose ou sont dérangés, ils peuvent te poser problème ou compliquer la situation. Je ne sais pas ce que ce sera là-bas, mais enfin, non, je ne sais pas comment ils peuvent le résoudre. Mais ici, des Vénézuéliens qui ont été ici à Monterrey nous ont dit que ça fait déjà au moins une génération ou plusieurs générations qu'ils travaillent déjà là-bas comme adultes. N'est-ce pas ? Pour eux, c'est tout ce qui compte. Donc cette partie-là est un peu compliquée, pas impossible à changer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont ils vont se méfier. N'importe qui voudra investir va se demander « Et combien de temps l'entreprise va-t-elle durer ? Est-ce vraiment stable ? Car pour récupérer, ce sera un peu limité. » Oui, en plus, l'un des plus grands acheteurs de pétrole, qui est la Chine, investit de plus en plus dans les énergies renouvelables. Ces derniers mois, j'ai publié des vidéos de ces champs de panneaux solaires incroyablement grands,
où l'on voit des kilomètres et des kilomètres de panneaux solaires. Donc cela pousse aussi à douter jusqu'où cela restera-t-il rentable? Oui, les incendies, il y a une mise à jour. Les incendies continuent en Australie. Nous vous avons dit que le sud-est était en alerte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, demain, enfin samedi, puisqu'ils sont déjà samedi là-bas, l'Australie vient de déclarer l'état de catastrophe après l'incendie. Les incendies de forêt qui frappent le sud-est de l'Australie ont déjà détruit des habitations et ravagé de nombreuses forêts. À cause de cette vague de chaleur qu'ils subissent, avec des températures dépassant les 40 degrés, et cela a touché cette semaine des millions de personnes, surtout dans l'État de Victoria. Ils ont appelé cela l'été noir, à cause de la difficulté de la destruction. En ce moment, il n'y en a presque plus. 150 000 hectares près d'une zone appelée Longwood, c'est une région couverte de forêts natives. Les pompiers ont commencé à évaluer les dégâts. Les premiers rapports pour l'instant parlent d'au moins 20 maisons détruites dans une localité appelée Ruffy et une autre à environ 2 heures de là où il se trouve, la capitale Melbourne, lui. Pratiquement toute l'Australie est sous des conditions de risque potentiel d'incendie. Toute la zone en violet indique un risque extrême de possibilité d'incendie. Ce qui est en rouge correspond à des possibilités qu'ils appellent là-bas très élevées, et ensuite ce qui est en rouge plus clair, élevé. L'orange indique un risque modéré, le jaune un risque faible, non? Mais la majorité reste en situation à risque, même si le problème actuel concerne cette zone. En plus de quoi? Parce que l'environnement est sec. Ils étaient en dessous des températures de 40 degrés et les vents atteignaient 160 km/h. Donc c'est similaire. Bon, pardon? 120 km/h, celui de 160 c'est là-bas, en Europe. Avec du froid? Avec ça, avec cette tempête, exactement. Non à 110, 120 km/h, les vents sont très intenses. Disons qu'ils avaient les conditions parfaites. Eh bien, ils affirmaient à quoi ne pas avoir vu d'incendie aussi important depuis 2012, quand des milliers de maisons avaient été détruites. Évidemment. En plus de cela, la mauvaise qualité de l'air et ce genre de situation font aussi partie de ce qui se passe dans cette région. D'ailleurs, les rafales de vent, si on regarde à nouveau la carte en ce moment, elles continuent, surtout dans la partie sud. En observant la zone des incendies et de chaleur, on constate ces conditions. Aujourd'hui, on disait que le ciel est devenu orange, ce qui n'est pas surprenant. Voilà, c'est la situation en Australie. Passons donc à d'autres sujets importants. Bien, nous continuons à lire les commentaires pendant que nous voyons comment évolue la situation. Comment ça s'appelle en Iran. Oui, c'est incroyable, on va te montrer des images, dit Wilco. Celui-ci m'a envoyé des catastrophes. Sympa ton t-shirt Pulp Fiction. Oui, ça bug, mais... Ça passe? Jaune, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas vert, mais ça bug. Oui, c'est cousin. Le jaune, c'est le cousin du vert. Très bon film. Excellent film, oui. C'est très amusant, oui. Oui, sanglant mais amusant. C'est qu'il a un humour très caractéristique de Tarantino. Oui. Salutations à Leblond José. Comment vas-tu, Leblond? José? Je pense que c'est Leblond. Salut à Adilson et Francisco Arce. Comment vas-tu? Marvin dit aussi, les panneaux solaires ne sont pas la solution du futur. Oui, c'est vrai, ces vastes champs en Chine alimentent seulement 500 000 foyers en énergie. Ce sont plusieurs millions de foyers. Oui, donc ce n'est pas non plus à ce point-là. Regarde, avec 150 km, un carré de 150 km sur 150 km, tu pourrais avoir de l'énergie solaire pour tous les États-Unis. Donc la question, c'est de le faire. Il a raison. Ce n'est pas la seule solution, mais elle doit en faire partie, au final. Le soleil est là, les panneaux sont là, surtout que les panneaux sont devenus beaucoup moins chers et sont plus efficaces, donc bon marché efficace. Le Japon propose une nouvelle technologie solaire, mais elle ne sera lancée que dans 2 ou 3 ans. Ils assurent aussi qu'ils vont dépasser largement ceux qui vendent actuellement à la Chine. Ils ont une technologie qui, est brevetée par eux et qui, en théorie, sera mise en vente dans les 3 ou 4 prochaines années.
Donc il y aura beaucoup d'énergie solaire, mais il faut aussi travailler avec l'énergie géothermique, avec l'énergie nucléaire, avec d'autres types d'énergie. Parce que sinon, eh bien, nous aurons besoin de trop d'énergie et il faut qu'elle soit durable, qu'elle ne génère pas trop de pollution. L'une d'elles est le nucléaire, en ce qui concerne la façon dont l'énergie nucléaire est gérée actuellement. Pas avec l'uranium ni avec le plutonium, mais on utilise déjà d'autres types de minéraux, ou plutôt d'autres éléments, qui peuvent produire de l'énergie sans être aussi dangereux que ce que d'autres types ont pu être, exactement. Par exemple, ici Marvin dit que cela ne couvre que les besoins de 500 000 foyers et que c'est l'un des projets qu'il a plus ou moins. 6 millions de panneaux solaires, cela représente 610 km² sur le plateau du Tibet, avec des panneaux solaires qui couvrent les besoins de 5 millions de foyers. Ce n'est peut-être pas la solution la plus efficace, mais actuellement, c'est le pays qui investit le plus et cela couvre 5 millions de foyers. C'est à la fois beaucoup et rien pour la Chine, qui compte 1,2 milliard d'habitants. Et pour eux, 5 millions, ce n'est rien. Par exemple, cela inclurait tout le Nuevo León? Exactement, c'est-à-dire, par exemple, pour le Nuevo León, oui, il se pourrait que ça couvre tout. Mais alors, tu dépends aussi de ces piles qui, pour l'instant, ne sont pas. Il n'y a pas vraiment une façon de rendre l'obtention et le stockage de l'énergie durable. Il y a là-bas un projet très intéressant en Espagne, avec des bâtiments, je ne sais pas si tu les as vus. L'énergie fait monter des sortes de poids, comme des ascenseurs, donc l'énergie, quand elle va être utilisée, elle s'accumule là, mais comment elle s'accumule en fonction du poids? L'énergie est donc accumulée. Que se passe-t-il ensuite? Quand on a besoin d'énergie, le poids descend et ça génère cette énergie, et quand il y a à nouveau un excès d'énergie, le poids remonte. Donc c'est vraiment intéressant, mais bon, il y a beaucoup d'idées très intéressantes sur la façon de stocker l'énergie. En ce moment, le problème, c'est qu'il nous manque des moyens d'accumuler l'énergie. Ce qui se passe, par exemple, en ce moment avec la France, c'est que la France a fait un très bon travail, parce qu'elle dispose d'énergie nucléaire et de plusieurs autres types d'énergie. Et en ce moment, il y a eu un excès d'énergie. Donc je ne me souviens plus si je crois que c'était l'énergie éolienne qui était en excès, et ils ont dû. Eh bien, parce qu'ils basent leur excès d'énergie sur le prix. Si l'énergie est en excès, elle devient moins chère pour que tu en consommes davantage, car j'en ai besoin et je ne peux pas la stocker. Je ne peux pas? Ils ne la stockent pas? Je ne peux pas la garder. Alors il y a eu un jour où ils sont arrivés, tu te souviens l'autre jour où ils sont arrivés à 0, c'est-à-dire que ça ne coûtait rien, ce jour-là ça leur a coûté 0. L'énergie était tellement folle, mais bon. Dit José Francisco. Il dit. 2 autres villes frontalières d'Iran sont également déjà tombées. Oui. Lesquelles seraient-elles? Voyons si tu as l'information pour qu'on puisse vérifier. Merci beaucoup pour l'info, ça évolue. Oui, très rapidement, disent-ils. Mauro Diosdado est l'esprit le plus pervers que j'ai jamais connu et il considère le Venezuela comme sien. C'est lui que je vois le plus affecté émotionnellement par ce sujet. C'est vrai que lorsqu'il est passé dans son émission, il avait vraiment l'air très énervé. Non, par exemple, je n'ai pas vu la même chose chez lui. S'il n'a pas l'air affecté? Juste plus froid. Dans le sens de Dorian, les États-Unis ont déjà alerté leur avion du jugement dernier, aussi en raison de la Russie, selon Dorian. Ils le promènent par là. Ils le promènent, oui? Oui. Ils l'ont d'abord emmené à Washington, je crois qu'ils l'ont déjà déplacé, mais oui, le fait qu'ils le sortent et l'envoient, non. Non, je ne pense pas que c'était dans le Maryland, c'est près de Washington. Je ne me rappelle plus le nom de l'endroit. Aussi, à ce moment-là, les probabilités que le chef suprême tombe avant le 31 janvier augmentent. Chez Polymark, non, vous savez qu'il fait ensuite les paris, il annonce les probabilités du marché des paris de Polymark, celui de l'Ayatollah. Li Khamenei quitte son poste, le chef suprême de l'Iran, avant le 31 janvier. Elles ont explosé en 24 heures lors d'éruptions de manifestations antigouvernementales dans tout le pays, avec des probabilités qui ont actuellement augmenté de 20%, ce qui est considérable. Nous parlons du fait que nous allions rester à 0. Autrement dit, ils ne voyaient pas de réelle possibilité. En ce moment, il y a des gens qui misent de l'argent sur le fait que le guide suprême va tomber, c'est-à-dire qu'il va partir, qu'il va démissionner ou qu'il va faire ce que tu veux. Mais ici, quand il y a déjà des gens qui investissent cet argent, c'est qu'ils voient quelque chose. Très souvent, même avec des informations privilégiées. Oui. Oui, salut à Gerardo Hernandez. Est-ce une alternative au solaire? Bonjour aussi à Edilcia Sandegno. Comment vas-tu? J'espère que tu apprécies, François. Le problème, c'est la chaleur des panneaux solaires qui peut brûler le support.
Figure-toi, François, que dans ce même article que je crois que Pépé avait déjà commenté, de cet endroit, de cette ferme solaire, comme on l'appelle au Chili, ils se sont rendus compte que oui, cela a des effets positifs sur l'écologie, parce que comme cela arrête le soleil et l'air, enfin plutôt l'air, pas le soleil, disons qu'il n'y a pas autant d'érosion et on commence déjà à avoir plus de verdure. C'était semi-désertique. Oui, c'était semi-désertique. Donc maintenant, c'est un peu plus vert, il y aura sûrement des avantages et des inconvénients. Non, oui, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans toutes ces choses. Ah, Ce sont les moutons qui sont chargés de l'entretien, ce sont les moutons... ce sont les petits moutons, pour qu'ils aillent brouter, Oui, pour éviter qu'il y ait un incendie ou quelque chose comme ça, de grave. n'est-ce pas? Et si en Espagne, ils ont eu une panne nationale en essayant d'utiliser uniquement l'énergie solaire, demande Laura Pescador. C'était pour une autre raison, mais ils ont bien eu un problème d'énergie, d'électricité, à cause d'une dispute qui, je crois, n'est jamais arrivée. On a voulu préciser exactement ce qui s'est passé, mais certains parleront même de sabotage. On parlait d'un problème qui venait d'Afrique, non? Un problème qui venait aussi de là-bas et qui affectait, l'Espagne, et qui a même touché la France. Tu te souviens? Cette affaire était intéressante, mais on n'a pas voulu donner trop de détails, n'est-ce pas? Oui. En ce moment, il est rapporté que le gouvernement de Delcy Rodriguez a arrêté l'équipe de Telemundo à Caracas pendant 20 minutes et les a obligés à effacer le matériel qu'ils avaient. Oui, non, ils lui ont vraiment changé le visage. Non, il n'a pas changé, il ne s'est pas changé. Même s'ils veulent te vendre cette image, c'est curieux que même Trump cherche à la vendre. Qu'ils sont déjà différents et je ne sais pas quoi, qu'ils sont très intelligents, il dit. Tout à fait, oui. Et son petit accessoire, que Martine explique tous ces messieurs, parce que Unakash... C'est à Brice, la ville du Nord-Ouest, où de fortes protestations ont lieu actuellement. D'aller à l'autre, ah, mais ce n'est pas la frontière, non, ce n'est pas la frontière. Bien, c'est ça le pari. Comment ça monte sur Polymarket? Eh bien, évidemment, c'est intéressant. Si vous deviez parier, pensez-vous que ça va tomber? Je veux dire, pensez-vous qu'il y a cette possibilité si vous deviez parier? Ali Kaminé tombe ou non avant le 31 janvier? Voyons si on fait un sondage pour voir si la communauté participe. Salut, comment tu vas? Très bonne salutation de Magico Luna. Salut, comment ça va? Merci beaucoup. Au fait, par là. Nous avons été attentifs à ce qui se passe. Non seulement dans cette zone d'Iran, mais nous avons aussi essayé d'observer ce qui se passe avec les Houthis, ce qui se passe avec ces groupes pro-iraniens, parce que eux aussi sont parmi les personnes affectées. Au final, ils avaient un protecteur. Le protecteur, en tout cas, c'était le guide suprême, Ali Khamenei. Et maintenant, il est possible que tout s'effondre pour eux, que tout s'écroule. Leur principale source de protection et de soutien financier, militaire, etc. Salutations, dit Girès. S'il tombe, Girès fait le calcul et dit que s'il tombe, ce serait... Je ressens, je dis. Aujourd'hui, nous allons éditer le sondage. Je pense qu'une bonne partie d'entre nous partage cette idée que oui. Il va tomber avant le 31 janvier, n'est-ce pas? Parce que s'il ne tombe pas avant le 31, il est possible qu'il ne tombe plus. Je veux dire, il ne tombera plus. Je veux dire bientôt non. Parce que ce sont des choses qui arrivent ou qui rendent le régime plus fort, non? Et ça aussi, ce serait un danger que je ne pense pas qui va arriver pour l'instant. Je ne pense pas que le régime va devenir plus fort, parce qu'il semble déjà trop affaibli, dit Pépé. Toute la journée à nous informer, il dit merci et que c'était ta journée. C'est-à-dire, écoute, si vous avez vu l'émission avec Girès pour que vous ayez pu voir celle-ci, dit Astrid Uma-Thurman. Il continue de me regarder, dit-il de façon suggestive. Salutations, dit-il, avant de tomber dans l'ayat. Il dit qu'avant de tomber dans l'ayat, il pourrait faire ses adieux en attaquant de toutes ses forces. Il pourrait faire une folie, non? Ça aussi, mais bon, il faut rester attentif à ça. J'imagine aussi qu'Israël est en ce moment sur le qui-vive, surveillant tout mouvement suspect, tout ce qui pourrait arriver, dit Salvatore. Salutations à Bogota, très bien. Dit Marvin, je doute que ça tombe. La dernière fois, ce n'est pas tombé. Cette fois-ci, cette fois la rébellion, mais il ne reste plus rien. Eh bien, Marvin, la dernière fois, voilà le Chili.
C'est-à-dire, bon, disons que même si elle paraît différente, cette rébellion, pour ainsi dire, ce mouvement, eh bien, on ne sait jamais, non? Enfin, le point est bon. Votre opinion, j'ai l'impression que c'est, eh bien, un mouvement très fort, non? Mais ça pourrait être, eh bien, différent, non? Je lis sur X qu'une députée du parti Action nationale aime que les États-Unis attaquent au Mexique. Non, mais ma chère, les choses sont comme elles sont. Avec cette façon de légiférer, on n'ira pas loin. Tu sais, entre la députée de Morena, qui a voulu entrer aux États-Unis avec 800 000 pesos, pas pour ça. Je veux dire, Imagine, je veux dire, il y en a qui veulent qu'ils envahissent, d'autres qui veulent entrer aux États-Unis avec 800 000 pesos. Alors qu'on est censé, tu sais, prôner l'austérité, ne pas voler et tout ça. Et ils arrivent, je veux dire, d'où sortent-ils 800 000 pesos en liquide? Pourquoi entres-tu aux États-Unis où il y a une limite sur ce que tu peux apporter? Sinon, tu dois le déclarer et le justifier, et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de députés vraiment, vraiment terribles, non? Et c'est pour ça qu'il faut voter, n'est-ce pas? Celui-ci dit santé. aujourd'hui, une vidéo devenue virale depuis hier montre Adriana Marín de Morena, absente, affirmant que les narcos comptent parmi les plus grands employeurs mondiaux. Et aujourd'hui, ils sont tous sortis, c'est-à-dire, ne m'aide pas mon pote, tous ceux de Morena sont sortis. Claudio Seymour a aussi déclaré leur désaccord, affirmant que non, le plus grand employeur du Mexique, c'est... Comment ça, le plus grand employeur du Mexique? Je veux dire, quelle idée? Enfin, à quoi pense-t-elle? Ou comment? Comment cette personne reçoit-elle l'information? Soit cette personne est très mal informée, soit ce qu'elle dit est extrêmement dur. Parce qu'évidemment, je ne pense pas du tout que ce soit le plus grand employeur. Pour commencer, et dans tous les cas, dire « Ah bon, qu'il continue alors parce qu'il emploie beaucoup de gens », déjà, ce n'est pas un emploi. Dans tous les cas, je veux dire, ils commettent un crime, non? Comme si on disait « Ah, qu'il continue de voler les gens parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de voleurs, et puis, tu vois, c'est un emploi, non? » Non, on ne peut pas penser ainsi. Salut? Qu'est-ce qui a bugué? Oui, je sais, on s'est figé, Gerardo Panterita, on a glitché, dit-il. Celle d'avant le 31, je crois qu'elle est encore basse, puisqu'elle monte plus haut. Celle d'avant juin. Oui, non, bien sûr, celle d'avant juin, c'est sûr, je vais vérifier tout de suite. Celle d'avant juin doit être encore plus haute. Parce que plus il y a de temps, plus il y a de chances que ça baisse. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Salut Adaïso, comment tu vas? Il dit moi, enfin, il dit vivant. Une info sur des vols du C-17 et plusieurs avions système traversant l'Atlantique, comme lors de l'attaque contre l'Iran à Canyon. Parce que ces avions, les C-17, ont aussi été vus comme ça, ils ont été vus dans ce mouvement, ce sont eux qui transportent le carburant. Vous vous souvenez déjà des bombardiers et de tout ça. Et maintenant, il dit celui de Niejo que, eh bien, il fallait opérer contre l'Iran. Est-ce que sa perspective aurait changé ? Devant la situation, tu te dis qu'il vaut mieux ne pas opérer maintenant, surtout après ce qu'il a dit lors de sa visite à la Maison-Blanche. Supposément, c'est pour ça qu'il ne devrait pas venir bouger? Oui, non, pas maintenant, mais on va voir comment ça se passe là-bas. L'Iran, en ce qui concerne les vols et tout ça, non, on parlait de beaucoup d'annulations, toutes sortes de choses, mais j'imagine qu'il y a encore des vols au-dessus de l'Iran. Oui, regarde, c'est là, enfin, on voit du mouvement, disons que non. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Salutations A. J'ai acheté mon pari sur Polymarket que l'ayatollah tomberait d'ici juin, d'accord? Et maintenant, ils sont à 25% de hausse. J'ai tenté le pari pour voir le résultat. Très bonne idée, Adasso. Bonne idée, et comment ça marche? Je n'ai pas essayé. Mais si tu cliques là où tu veux, t'as des centimes, non? Oui, je crois que tu peux en mettre plus. Et selon l'option qu'il te propose, il y a 3 ou 4 options. Ah, ok, donc tu mets la carte, puis le... Dit Draper. Il y a quelque temps, une étude est sortie disant qu'au Mexique, 6 millions de personnes travaillent dans l'optimisation pour les moteurs de recherche ou ont un lien indirect avec ce domaine. 6 millions. Imagine, il faudrait voir l'étude. Mais quelle donnée incroyable, hein? Quelle donnée incroyable. Oui, peut-être si tu le considères de manière indirecte, c'est-à-dire ce que cela peut générer, là oui, je te crois, non? Directement, j'ai du mal à y croire, 6 millions, mais oui, de manière indirecte. Eh bien, c'est possible, parce que si tu comptes déjà toutes les affaires de blanchiment, c'est-à-dire que les gens ne savent pas. Les gens vont travailler là-bas et ne savent pas que c'est une entreprise qui blanchit de l'argent, n'est-ce pas? Sinon, c'est étrange, il y a peu de clients. S'ils continuent à payer? Ouais,
Oui, eh bien oui, exactement. Il n'y a pas de certaines affaires louches, n'est-ce pas? Oui. Comment ont-ils tenu aussi longtemps s'il n'y a jamais eu de clients? Sans citer de nom, bien sûr. Mais tout à coup, tu te dis, cette entreprise en particulier est présente dans tous les centres commerciaux du pays. Et c'était toujours comme ça. Et il est toujours seul, toujours seul. Et tout le monde a de la chance. Et ils ont. Depuis que je me souviens, il y avait toujours des centres commerciaux qui ont commencé ainsi, pas les malls. Autrement dit, tout le nécessaire pour obtenir tout cela, non? Sans préciser ces commerces, beaucoup d'entre vous devinent sûrement lesquels sont intrigants, non? Et puis aussi d'autres commerces, non? D'alimentation, par exemple, on sait bien, et il y a tous les rapports disant que ça venait du champ de Intel, vraiment des plus puissants, non? Et ils continuent à fonctionner là-bas. Et tous les supermarchés vendent ce genre dans ce cas par exemple, de la viande, non? Il y a toujours une marque là, de la viande dont on a toujours donné des informations là-dessus. Oui, c'est ça. En rapport avec ça? Relié à l'un de ces grands domaines. Eh bien, c'est en rapport avec le sujet de l'avion, du fait qu'ils ont emmené celui-ci. Celui-ci, tout ce sujet. Tu te dis, c'est fou, il était encore en promo. J'ai dit mince. Je ne l'achète pas. Parce que je ne vais pas l'acheter pour ça. Parce que c'est lié au gars. Eh mais tu dis ça, comment c'est possible que tout le monde le sache et que ça marche encore, tu vois? Comment, au final, ce genre de choses se gère comme ça? Salutations, il dit. D'un direct à conservateur via un lavage de master, il peut donc y en avoir plus, dit Girs. Voilà, dit-il. Je vis à Cuba, dit-il. Je viens d'entrer dans le chat, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Bonjour à tous, salutations. J'ai aussi vu plusieurs personnes qui ont donné des interviews, même ivres, dit-il. Sur quel sujet? Quel sujet? Eh bien... Vous parlez de politiciens? Ah, d'accord. Comme Gautemo, comme Sergio Meyer. Salutations, Striper. Comment vas-tu? Très bien. Il explique, acheter une action à un certain prix reflète une probabilité. Plus tu achètes à bas prix, plus tu gagnes. Ça peut être par carte ou en crypto. Moi, j'ai utilisé le Bitcoin et je l'ai acheté à 32 centimes par action. Super, maintenant c'est clair pour moi comment ça s'est passé. Donc, ok, alors tu dis que mon action c'est que ceci arrive? Non, mon action c'est que cela arrive, c'est bien ça? Celle qui gagne, eh bien c'est elle. C'est vraiment intéressant, non? Il y a une série de médias qui ont mené des études à ce sujet sur la question de la polymathie, où ils observent des schémas très curieux. Tu sais, comme l'autre jour où je vous racontais quand commence l'une de ces, je ne sais pas comment vous appelez ça, des paris, ou pas vraiment des paris. Oui, comme quand on parie que la conférence de presse de la Maison-Blanche va se terminer à 16h15, non, ou avant 16h. Et puis tout à coup, il y a un parieur qui arrive, il mise un gros billet et il dit que ce sera à 16h25 par exemple. Et exactement à 16h25, à la conférence, ils annoncent la fin et coupe. Alors tu te dis, eh bien oui, tu ne crois pas qu'il y a là quelques manipulations? Non, si. C'est un sujet que je ne sais pas si on peut enquêter là-dessus. C'est-à-dire, où est-ce que Polymarket opère pour commencer? Mais je suppose qu'on peut, non? Enfin, il dit, c'est des affaires. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut déposer à la banque, dit Blanca à propos du blanchiment et tout ça. Salut Blanca, oui. Blanca, Barcelo, Blanca, c'est ce qu'elle dit. Salutations à Panterita, à Benedicto Villegas. Il est là. Yo-Yo dit salutations et tourne. Ludopathie et politique. Une idée de génie à celui qui l'a eue. C'est un génie, c'est un génie. Bien sûr, oui. Il y a des paris surtout, pas seulement la politique. Tu te demandes comment l'Etna va exploser aujourd'hui et tu peux parier dessus. Je veux dire, il y a vraiment trop de sujets. Oui, n'importe quel sujet auquel tu penses, et ça continuera tant qu'il y aura des sujets. Les tendances, c'est aussi une bonne façon de savoir quels sujets sont à la mode, non? Tu veux savoir quels sujets sont tendances? Eh bien, tu vas là-bas, parce que c'est là que tu verras vraiment s'il y a un intérêt ou non. Au-delà du fait que ce qui se passe soit à la mode, il dit quoi d'autre, il dit mieux que le style. Pour moi, je pense que c'est mieux que les paris sur le football, parce que, ou du moins c'est quelque chose que je comprends un peu plus. Parce qu'avec le football, on est perdu. Enfin, moi je suis perdu, mais au moins sur ce sujet-là. J'en ai déjà noté plusieurs que j'aurais gagné. Mais bon, voilà, c'est comme ça, non? Il disait. Pépé te demandait, qu'est-ce que tu penses du lien entre les téléphones portables et ton club? Obligatoire? De plus en plus? Eh bien oui, non. Oui, ils y sont déjà, ce n'est pas récent. On t'a toujours demandé le request for comments.
Non, ça dépend, parce que si tu achètes un portable à l'Oxo, ah non, non, si tu achètes un portable et que tu as un portable. De cela, comment ça s'appelle? D'un service payant, disons, non, que tu payes chaque mois. Là, oui, tu dois donner toutes tes informations parce que là, tu vas, tu factures et tout est à ton nom. Donc là, il n'y a pas d'autre choix. Mais si tu veux un téléphone portable totalement privé, inconnu de tous, même du gouvernement, cela n'existe pas. Avant, en théorie, c'était possible, même si c'était censé ne plus l'être depuis des années. C'est censé être contrôlé depuis des années, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais eu à en acheter. Nous n'avons jamais acheté de téléphone de box. Ou maintenant, ceux qui veulent se cacher, c'est-à-dire, disons-le, des gens du crime organisé ou des criminels, donc ceux qui veulent se cacher. Ils trouvent toujours un moyen d'avoir un portable ou d'avoir quelque chose pour ne pas, je ne sais pas. Et je pense que ce genre de contrôle, pour ainsi dire, s'applique davantage aux gens ordinaires et pas tellement aux criminels. Non, pas celui-ci, non, la curviométrique, je ne sais pas, ce serait le sujet, pas le. Et en plus, le fait d'être surveillé. C'est le fait que ces informations, eh bien, sont facilement piratables parce qu'il a déjà été démontré que tout le temps, ils piratent des informations du gouvernement. Des banques aux caisses d'épargne populaire, à la caisse d'épargne populaire, à l'Institut national de sécurité sociale, à tout ce que tu veux, à l'ISTE, enfin, tout le monde a été piraté. Voici la blague du papa Novak. Attends, je vois ici, mais je n'arrive pas à lire. Fais-le-moi. Un homme entre dans un bordel et demande à la maquerelle « Combien pour coucher avec une femme ?» Elle répond « Ça dépend du temps. » Il dit « D'accord, imaginons qu'il pleuve. » Disons qu'il fait beau. Salut Papa Novak, ça va? Très bien. Ceci est désormais obligatoire pour tout le monde. Voilà, Beto Barba, puisqu'on parle de manipulation, saviez-vous que la bourse du Venezuela a augmenté de 32% les jours précédant l'opération des États-Unis? Oui, j'ai vérifié ça, mais je n'ai pas trouvé où c'était. Comment ça s'appelle celui-ci? Eh bien, l'indicateur, je ne sais pas sur quoi il se base. Non, enfin, il y avait d'autres publications qui parlaient là même de l'an 2000 et je ne sais pas quoi. Des pourcentages très élevés, je n'en doute pas, si ça s'est vraiment passé ainsi. Je n'ai pas pu vérifier en détail, mais je pense que oui. C'est-à-dire si tu vois qu'il y a un mouvement où la possibilité s'ouvre, il va forcément y avoir plus de gens qui voudront investir. Si elle dit blanc, mais que le curve reste, alors ce sera le curve biométrique. C'est-à-dire, non, le numéro ne disparaît pas forcément, on lui ajoute juste des informations, donc il sera biométrique. Oui, elle dit Sadushima. La voici, pardon. La bourse de valeur de Caracas, c'est ça, la voici, voyons si on peut la voir, c'est impressionnant. C'est-à-dire, ça a augmenté, ça valait à 40, non 19. Je ne sais pas, j'imagine que ce sont des dollars, mais voyons si je peux l'afficher ici à l'écran. Attends-moi un instant. Mais ça a une montée énorme. Et oui, au final, il y a des attentes, non ? Ça, au bout du compte, c'est ce qui génère une énorme montée. Regardez, voyez, c'est la hausse, c'est passé de 19, je suppose, disons en dollars, à 70,30. Donc c'est une montée, oui, énorme, pas gigantesque non plus. C'est-à-dire, on parle d'une hausse de plus de 100%. Donc oui, c'est une hausse énorme. Oui, c'est ça. Regardons-le sur toute la semaine, d'accord ? Voilà, à ce point-là, ce serait ça. J'imagine que le 3 ou 4 janvier, je ne sais plus quel jour, c'était la grosse hausse, rien d'autre. 1 ou 2 jours après, oui, un mur a vraiment monté de façon impressionnante. C'est logique, non ? Et toujours aucune correction, ce qui m'interpelle, car ça continue de monter. Il y a toujours quelqu'un pour dire « je vends et j'encaisse ». Mais s'ils ne vendent pas, c'est qu'ils pensent que ça va monter. Oui, super, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine ? Ils ont piraté les informations personnelles des membres de la garde nationale. C'est très sensible et extrêmement dangereux. Bien sûr, salutations à El Güero. Je sais, tes blagues me font toujours rire, mais non, elles sont à moi, elles viennent de papa, il dit. Et Pépé, avec ses informations, me tient éveillé. Salutations à El Güero José. Il dit.
César Bautista, je vais bientôt découvrir Monterrey, Nuevo León. César Bautista, tu ne sais pas, tu ne vas pas y croire. Et voyons, tu y crois? Salutations et bonne chance. Si tu aimes la ville, tu vas aimer, J'espère que ça va te plaire. dit Adam. Sa cousine reste à l'opéra. Aux États-Unis, la réglementation s'est assouplie quand Trump est arrivé au pouvoir et son fils, Donald Jr., est l'un des conseillers de l'entreprise. Oh non? Oui, d'accord. Parce que je me souviens que lors des élections, il y a eu une controverse. L'un des paris portait sur la victoire ou non de Trump. Mais comme ce n'était pas aux États-Unis, ce pari pouvait être fait, il ne pouvait pas être fait. Toutes les personnes en dehors des États-Unis pouvaient voter, et enfin pouvaient parier, mais j'imagine que maintenant, ils peuvent le faire aux États-Unis aussi. J'imagine que c'est Premier ministre, mais il y a aussi celui-ci, non. Parce que, enfin, comme tu vois, il est écrit Jésus. Jésus-Christ reviendra avant 2027. Et ensuite, il y a le pourcentage, il y a 3% de chance. J'imagine que ces paris ne peuvent pas avoir lieu. C'est quelque chose que tu ne peux pas vérifier toi-même. Il faut fixer une date. Oui, avant 2027. Cette année, oui, C'est pour ça, mais enfin, comment vérifier? c'est déjà 2027 et ce n'est pas arrivé. Mais enfin, et si quelqu'un disait « Ah, je suis Jésus, je suis déjà arrivé » ou quelque chose comme ça? Ils doivent faire quoi? Ouvrir la terre, le ciel et ressusciter les morts? Ils doivent faire une démonstration si impressionnante pour qu'on le croie. Et s'il le fait? Alors tu as déjà gagné et voilà, à quoi te sert l'argent à ce moment-là? À rien, c'est la réalité, dit-il. Hein, n'est-ce pas? Maintenant, ils veulent tes données biométriques pour la courbe? Ils vont tout te voler? Oui, moi ça me fait un peu peur, non? Parce que ce sont les données de tout le monde, c'est-à-dire même celles des mineurs, hein? Il y a déjà eu plusieurs piratages avec vol de noms, d'adresses. Qui sont les parents des enfants? Je crois qu'à Sonora et à Sinaloa, ce sont des États, non? Tu te dis, oh là là, c'est risqué qu'ils sachent où ils vivent, comment joindre les téléphones. Ce sont des infos très sensibles. Salutations à Aurelio Garcia et salutations en ce qui concerne les loteries. Je pense que la plus légale est la loterie nationale parce que celles par ordinateur ne sont pas fiables, d'accord? Salutations de la part d'Aurelio. Les ennemis me causent beaucoup de problèmes. Oui, Oui, arrête, tu nous racontes. Il dit Marvin, laisse-le comme ça, il ne veut jamais perdre. Ha 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 ha. « Qui toi, à propos de Jésus? » Dit Alejandro. Ça fait beaucoup d'informations et avec la corruption au Mexique, la confiance n'est pas au rendez-vous. Il n'y a rien avec Icon, aucune vente, cela ne donne aucune confiance pour leur transmettre toutes les informations, affirme Icon Render. La clonage de Sims va entraîner des injustices, dit-il. Eh bien oui, exactement. Ça peut aussi causer des problèmes de... Le dernier vol du SAT, c'est-à-dire, ils ont volé des données de la banque, ici, le certificat, ton nom, enfin, tout a été volé, alors quelle confiance ça t'inspire? Oui, je ne sais pas si c'est là. Oui, c'est bon, Canyon, car ils peuvent t'impliquer dans de gros problèmes. Là, tout à coup, il s'avère que, regarde, ici tu as tout ça, tu vois. Toutes ces factures? Oh là là, ce beau visage, oui. Qu'est-ce que le cabrito? Demande César Bautista. C'est une chèvre ou un bébé? C'est une chèvre. Oui, littéralement un bébé. C'est un plat qu'on mange beaucoup ici. Celui-ci est censé être très typique d'ici, tu peux le voir, parce qu'en vérité, c'est plutôt rare, très rare. Ce sont les touristes qui le mangent. Oui, les touristes ici. À Monterrey, non. Presque personne n'en mange, c'est-à-dire... Ici, quand les gens se réunissent, ils mangent surtout de la viande. Oui. Ça oui, celui-ci dit oui, croissant ses foi. Il dit, maintenant, on parie sur tout. Comaduro arrive en retard. Salutations, salutations, moi je dis bonjour. Là où il y a des dictatures, ils savent tout sur toi. Oui, 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 oui. Celui-ci, dit Gerardo Hernandez, on dit que les cieux s'ouvriront et cela veut dire que ce sera un pont interdimensionnel pour l'arrivée du maître. Amen, oui. Il faudrait vraiment un événement incroyable, non? Comme ces fous surgissant de nulle part en disant « Je suis Jésus ». Ils emmènent 20 filles et vont dans la forêt, non? Et là, il y a tout un tas d'hommes un peu endoctrinés qui suivent le jeu. En réalité, ils ne font rien, dit Verder, ajoutant « Vous avez vu le reportage d'Azteca, Corrette et Alfloubi ?» La policière Mordelone a été arrêtée au coin de la rue tandis que d'autres policiers Mordelone volaient un citoyen à Naucalpan, État de Mexico. Sont-ils parmi les plus corrompus? Et il y a une fille qui est en train de rapporter quelque chose comme ça dans la rue?
Oui, ces journalistes qui enquêtent à moto et tout à coup voient qu'ils arrêtent une voiture avec des plaques des États-Unis. C'était un Mexicain qui retournait à Chicago. Oui, et celui-ci? Et il s'approche et il y a le policier qui commence à poser des questions au monsieur dans la camionnette et il dit « Hé, est-ce qu'ils veulent me prendre la camionnette ?» Comme je n'ai pas de permis, pourtant j'ai vérifié et obtenu tous les permis nécessaires, j'ai été notifié, alors pourquoi me prendre la camionnette? Et distraitement, le policier s'en va et la fille s'en rend compte. Ou bien le caméraman lui fait une remarque et dit « Eh bien, monsieur l'agent », et ils se mettent à courir, le policier et la journaliste en train de courir. Et à un moment donné, le caméraman aussi court, parce que la fille, à un moment, n'a plus pu continuer. Le caméraman a couru comme s'il était resté en arrière. Et là où ils courent et tournent au coin, il y a comme 5 policiers et tout le monde s'enfuit, c'est-à-dire tout le monde part. Pour ceux qui ne savent pas, tout le monde s'en va. Ils voulaient donc faire une blague au monsieur. Aux Mexicains qui allaient à Chicago, ils ont sûrement dit « Ah, il va à Chicago, il a des dollars, fais-lui payer un bon pot de vin, qu'il nous donne un bon pot de vin, sinon c'est terrible, terrible. » Salut à Bénédicte, comment ça va? Il dit « Oui, de la viande, c'est la bonne, dit Bénédicte, dit Marie-Hélène. » Bientôt, une proposition de voyage à Monterrey arrive. Cette procédure curviométrique fait vraiment peur, dit-il. Et comment cela se passerait-il? Revenir en arrière avec ce plan? Avec des manifestations, il faut réfléchir, dit-il. Salut, je m'en souviens aussi, oui, ça va se faire, car je me rappelle d'il y a longtemps, par exemple quand Philippe Calderón était là, une proposition similaire pour les mineurs a été faite, mais non réalisée. Ça n'a pas été fait parce que les gens ont commencé à protester, ont commencé à se plaindre, ont commencé, eh bien oui. Ça dit ça. Dans ce contexte, comment le pari est-il résolu? Je vais regarder, car il y a des situations étranges. Bien sûr, ce genre de choses, il doit donc y avoir là une sorte de clause. Une clause, dit Sadushima. Dans un centre commercial au Chili, je suis tombée sur quelque chose de très étrange. Un stand qui proposait de scanner la rétine. Ah oui, je vois lequel c'est. Oui, celui-là. En échange, tu recevais un crédit à utiliser sur une appli d'achat en crypto-monnaie. C'est Bitso? Non, c'est l'autre? Non. Ce n'était pas non plus OpenAI, c'était OpenAI, oui, c'est OpenAI. Ce sont eux, eh bien, en fait, ils te donnaient une certaine somme d'argent. Je me souviens qu'à un moment donné, oui. En Europe, ils l'ont fait et le gouvernement de l'Union européenne leur a dit qu'ils devaient effacer toutes les données. Ils ont donné cet argent pour rien, sans pouvoir garder de données. Pas celui-ci, car c'est sérieux. Ça va se transmettre et ils ont volé. Au final, les policiers lui ont extorqué de l'argent et il est parti en courant avec le butin. À celui-là, oui, il a donné de l'argent. C'est vraiment pas cool. J'avais compris qu'il n'avait pas eu le temps de lui donner l'argent. Enfin, si toi tu l'as vue, elle est complète, celle-ci. J'ai seulement vu quand il pose la question puis s'enfuit. Ils étaient déjà partis et il conclut en disant que la corruption, c'est très grave. Mais moi, je n'ai pas vu s'il lui avait vraiment donné le pot de vin, dit Tapatia. C'est beau, quel pays honnête. Eh bien, ça ne colle pas. Salutations. Pour le pot de vin, on dit périble, le périble, dit Giresse. Ici, c'est déjà la loi. Le seul espoir avec le curviométrique, c'est qu'il n'ait pas la capacité technique et qu'il finisse par abroger la loi. J'espère, parce que c'est quand même beaucoup de complications. Ce n'est pas rien, ce n'est pas juste une photo, dit-elle. Voyons, l'inefficacité du gouvernement est une bonne chose parfois. Parfois, l'inefficacité, espérez que cela nous aide, dit ici celle qui parle. Et en Colombie, il y avait une entreprise qui scannait la rétine et donnait des cryptos. Et ça, ils l'ont fermé. Enfin, ils ont fini par le fermer. D'accord? D'accord. Et il dit que le Christ ne va pas venir bientôt. Il y a un moment, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il dit que ça va encore prendre du temps. Ah, d'accord. Tu sais qui? Il a aussi déjà parlé avec lui. Le numéro 9 du Ghana lui a aussi dit qu'il ne viendrait plus. Valéria, salut. Salut les gars, comment ça va? Mon copain est de Buenos Aires. L'Argentine s'est fait scanner l'œil quand ce système était là. En Argentine aussi, et en échange, ils lui ont donné du crédit. D'accord? Et d'accord, oui. Oui, et il y avait de longues files d'attente. On a vu les images des gens voulant l'argent, non? Et donc, il dit, bah, tu veux pour? Mais c'est vrai, les derniers épisodes de South Park sont vraiment excellents. Il a été éliminé. Voyons, allons-y. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais non, je n'ai vu aucune source officielle. Il n'y a pas eu de données officielles. Je ne pense pas qu'il y en aura, mais il faudrait voir les rapports des services de renseignement. On va vérifier tout de suite et voir si quelqu'un du renseignement commente quelque chose comme ça.
Non, pas celui-ci, mais oui, c'est chaud. Actuellement, il y a énormément de rumeurs. Et il dit, d'accord, non, eh bien maintenant, ce qu'on vit en ce moment, c'est essentiellement la fin d'un regio, c'est-à-dire d'un autre regio, même si celui du Venezuela n'est pas encore terminé. Mais bon, au moins, il semble qu'il pourrait y avoir des changements, non ? Et ça aussi, eh bien, seul le temps le dira, on verra bien. Mais bon, allons-y. Non, allons-y. Demain samedi, on reste plus longtemps pour discuter de films, séries et autres choses en attente. Quoi d'autre ? N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram, et là-bas, nous vous envoyons la notification. Je pense à reprendre mes numéros. Au final, qu'est-ce que ça change ? Les appels, si tu as le forfait États-Unis et Canada, sont gratuits. Oui, exactement. Donc oui, bon point. Là-bas, je te salue à la Tapatia. Excellent. On se voit tout à l'heure avec un numéro de Chicago, avec un numéro de Los Angeles. N'oubliez pas, il dit qu'une balle a touché l'oreille de Trump, il dit. Salutations, Gilberte. Quand est prévu le programme sur Dark ? Oui, il est en attente, il faut le faire. Je ne sais pas qui d'autre a vu Dark dans la communauté. Mais ce serait génial de faire une émission spéciale sur... Salutations à GM2. Salutations, il faut le faire sur une autre chaîne, sur Bébé Nouvelle, et voir qui veut se joindre à nous. On le fait, eh bien celui-ci on peut le faire demain. C'est-à-dire, moi avec grand plaisir, ici on s'en occupe demain. Si vous voulez, si vous avez l'occasion. Et demain on le fait avant ce direct. Qu'en pensez-vous ? Ce ne serait pas génial, dit-il. Il y a une théorie qui dit que la marque de la bête, selon la religion, serait le biométrique. Oui, c'est vrai, j'ai toujours compris ça depuis longtemps. Oui, le sujet du biométrique, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les choses me sont liées. Là, vraiment... Je ne comprends pas le lien. Oui, mais toujours. Enfin, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, des années. Vraiment des années. C'est super, eh bien c'était ça. On se voit, portez-vous bien, demain on continue à discuter de l'actualité internationale. À bientôt. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous être connecté à la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, pure. L'insolite est réel, pur. Nous l'analysons ici. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en direct en contrôlant le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici on respecte. Active l'alerte. Ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.